Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by FedLégal, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez FedLégal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Mylène Baucher, qui est avocate associée et fondatrice du cabinet Baucher-Dobel. Bonjour Mylène. Bonjour Romain. Merci à toi d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci à toi. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Tu es la deuxième avocate qui passe dans les locaux de FedLégal pour enregistrer ce podcast. Et tu es sur une matière différente de l'avocate que j'ai reçue dernièrement, qui elle fait du droit social, du droit du travail. Donc je suis ravi. Mylène, première question, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, merci Romain. Donc comme tu le disais, je suis avocate au barreau de Paris et ma spécialité à moi, c'est le restructuring, donc le droit des entreprises en difficulté. D'accord. Et puis au-delà de ça, je suis alsacienne, j'ai grandi à côté de Strasbourg, donc d'où mon profil franco-allemand pour ceux qui me connaissent. D'accord. J'ai fait quelques études en Allemagne. Okay. Et puis aussi, je suis la maman de deux petits garçons, Colin et Camille. On embrasse Colin et Camille s'ils nous écoutent. Donc tu nous as parlé de plusieurs choses, donc profil franco-allemand, tu viens d'Alsace, tu fais du restructuring, donc ça c'est les entreprises en difficulté. Du coup, tu as grandi à Strasbourg, ou à côté de Strasbourg. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en région parisienne ? C'était un souhait depuis le départ ou c'était juste l'opportunité de venir travailler ici ? Je suis venue à Paris avec mes études parce que j'ai fait Sciences Po Paris. D'accord. Donc évidemment, il fallait passer par Paris, même si j'ai fait le premier cycle franco-allemand de Sciences Po qui est délocalisé à Nancy. D'accord. Donc les premières années d'études, je les ai faites non pas sur le site de la rue Saint-Guillaume, mais à Nancy et puis en Allemagne, avant d'arriver pour le dernier cycle dans la rue Saint-Guillaume. D'accord. Et tu es de Nancy à la base ou pas ? Non, je suis de l'Est de manière générale, voilà, de la Moselle et de l'Alsace. Je te dis ça parce que j'ai reçu un notaire associé qui s'appelle Olivier Dagrenat, qui a fait le dernier enregistrement ici et qui est de Nancy en fait. Et on a parlé aussi du fait que il était de l'Est et il se posait la question de savoir si quand il est venu faire son parcours à Paris, il devait repartir à Nancy. C'était son souhait initial, mais tu vois, aujourd'hui il est associé dans le 17e arrondissement et il n'a pas prévu de repartir dans l'Est. Mais il y a beaucoup de juristes, de manière générale, d'avocats, de magistrats qui sont nancéens parce qu'il y a une grande faculté de droit à Nancy. D'accord. Donc j'ai pu bénéficier aussi des cours de la fac de droit à Nancy et ce qui était assez émouvant, c'est que mes parents ont fait leur droit à Nancy, tous les deux. Ah oui, donc toi tu es d'une famille de juristes. Voilà. Et j'ai eu les mêmes professeurs. Certains de mes professeurs étaient aussi des professeurs de mes parents. Voilà. J'ose espérer que tes parents étaient de bons étudiants alors. Comme ça, tu leur as rappelé un bon souvenir à tes professeurs. Je pense que oui. En tout cas pour ma maman. Mais en tout cas, ils ne se sont pas tournés vers le droit. Ouais. Ma maman, ça a été le monde de l'entreprise. Je pense que c'est ce qui m'a aussi donné le goût, l'envie initiale d'aller vers l'entreprise. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Exactement. Et puis mon père, c'était le journalisme. Ah super. Bon merci Mylène pour ces premières informations. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast ? J'étais absolument ravie, honorée de pouvoir échanger avec toi Romain. C'est une occasion aussi pour moi de pouvoir passer des messages. Tu as eu l'occasion déjà de participer à d'autres podcasts ? Des émissions radio, émissions télévisées. Ouais. Mes podcasts sous ce format-là, non, c'est le premier. D'accord. Bon, écoute, je suis ravi que tu sois là, que tu honores le podcast L'Entrepreneur du droit en participant à ton premier podcast, en venant chez nous. Donc, tout à l'heure, tu nous as parlé de ton métier d'avocat, de restructuring. Je crois que c'est assez intéressant, mais en fait, tu es un peu arrivé dans le droit par hasard. Hein, tu vas nous expliquer ça, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui ? Oui, alors c'est une longue histoire. Hein. Comme tu le disais, le droit, c'était pas ma vocation initiale. Ouais. J'ai donc fait Sciences Po. Et l'objectif pour moi, c'était de me tourner vers l'entreprise. D'accord. Avec le modèle
modèle de ma mère qui a travaillé, que j'ai vu toujours travailler avec les entreprises. D'accord. Et donc, Sciences Po offre aussi la possibilité de faire des carrières dans le monde de l'entreprise avec des masters de management, de ressources humaines, de finance. Et c'était mon objectif. Sauf que en réalité, je me suis tournée vers un master de droit économique parce que j'avais déjà eu un certain nombre de cours, notamment en Allemagne, à la fac de Mannheim, qui est un peu le HEC allemand, des cours que j'avais beaucoup appréciés de toutes ces matières de management, marketing, etc. Et un master de droit économique me permettait d'appréhender l'entreprise sous un autre angle, sous le prisme juridique. Et du coup, le droit économique, c'est droit de la distribution, droit de la concurrence, droit de la promotion des ventes, droit de la conso, tout ça, ou c'est du droit économique de façon plus globale, plus macro? Alors, c'est plus effectivement droit de la concurrence, ce sont plus ces matières-là, mais la façon dont il était proposé à Sciences Po était une façon très large, puisque nous avions des cours de droit des affaires, de manière générale. Corporate, droit des contrats. Voilà, on avait des matières de droit des affaires, beaucoup de matières optionnelles, des matières de base. On revoyait le droit des obligations. Alors moi, j'avais plus fait du droit public à Sciences Po, du droit constitutionnel, du droit comparé. C'était plutôt mon approche. Et effectivement, j'ai dû reprendre les bases du droit des obligations à Sciences Po. Mais on avait beaucoup de matières optionnelles. D'accord. Et effectivement, ça a été un peu un hasard tout ça, parce que encore une fois, j'étudiais le droit, mais toujours avec l'objectif de repartir vers le monde de l'entreprise. Et je me disais que pour un recruteur en entreprise, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui a un profil un peu varié et qui a vu aussi des matières juridiques. Sauf que j'ai beaucoup apprécié ces matières-là. Et puis, un hasard de la vie, alors j'ai eu un cours de droit bancaire. Pourquoi j'ai choisi le cours de droit bancaire? Parce que quand j'étais à Paris, je me suis retrouvée un peu fauchée, comme certains étudiants. Et j'étais tout le temps dans le rouge sur mes comptes bancaires. Et je payais beaucoup d'agio et j'en voulais beaucoup à ma banque. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai choisi le cours optionnel de droit bancaire. D'accord. Et qui a été mon prof de droit bancaire? C'était un avocat qui s'appelle Reinhard Daman et qui a été en réalité mon boss pendant 10 ans par la suite. D'accord. Donc, parce que tu ne le savais pas encore, mais... Je ne le savais pas. J'ai fait son cours. J'ai décroché le stage à la fin du semestre parce qu'il proposait toujours un stage à son meilleur étudiant. D'accord. J'ai décroché le stage. Je l'ai rejoint à l'époque. Il arrivait dans un cabinet qui s'appelle Clifford Chance, un grand cabinet anglo-saxon. Oui, très connu. Et je l'ai rejoint pour faire ce stage et j'y suis restée pendant 10 ans. Alors, pour la petite histoire, le cabinet Clifford Chance dont vient de parler Mylène est situé dans la même rue que nos locaux, Fête Légale, puisque c'est rue d'Astorg. Et Mylène me disait en arrivant tout à l'heure dans les locaux, me disant je connais bien la rue parce que j'ai travaillé de longues années ici, donc je suis passé très régulièrement devant l'immeuble de Fed. Tu savais d'ailleurs peut-être pas que c'était le cabinet de recrutement Fed qui était ici. En fait, quand Yann t'avait approché la première fois, j'imagine que tu savais pas. Non, je ne savais pas que j'étais pas très loin de lui. Voilà. T'étais venu ici faire ton rendez-vous ou pas du tout? Vous vous étiez rencontrés dans un lieu neutre, j'imagine? Neutre, ouais. Parce que, pour la petite histoire, Mylène a bénéficié des services de Fête Légale dans le cadre de son parcours professionnel et elle est passée dans un cabinet d'avocats qui n'est pas celui qu'elle a cité, avec le concours de Fête Légale et de Yann Demonde qui a pu la recruter pour un autre client à l'époque. Merci Mylène pour ce parcours que tu nous as décrit. Donc intéressant en tout cas, arriver un peu dans le droit par hasard et puis donc le droit bancaire et puis tu as rencontré ton boss. On va en reparler, j'imagine. Est-ce que tu peux nous donner les difficultés, en tout cas si tu en as rencontré, quelles ont été tes plus grandes difficultés pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui? Alors oui, il y a eu des difficultés, les premières difficultés, mais je les voulais, j'allais les chercher. Ça a été énormément de travail parce que je suis arrivée chez Clifford Chance avec le début de la crise financière de 2008-2009. Une autre anecdote assez sympathique, j'ai fait mon dîner d'intégration
chez Reinhard Amann en 2008, et je me souviens que à ce moment-là, tous les gens autour de moi, qui étaient majoritairement des banquiers, parlaient d'une banque qui allait déposer son bilan le lundi suivant, et c'était le sujet de discussion de la soirée. Et cette banque, c'était Lehman Brothers. Ah oui. Et je ne mesurais pas du tout à l'époque, et je pense d'ailleurs personne véritablement à ce dîner-là ne mesurait l'impact de cette faillite sur le monde. Bien sûr. Mais je ne mesurais pas non plus l'impact de cet événement sur ma propre vie. Parce que sur les avocats, sur les cabinets d'avocats. Sur les cabinets d'avocats et sur ma vie d'avocate restructureuse. Oui, bien sûr. Je suis arrivée chez Clifford Chance et ça a été une déferlante de travail, de dossiers, de travail. On travaillait nuit et jour. On travaillait nuit et jour et ça a duré des mois, voire plusieurs années. D'accord. C'était difficile, c'était éprouvant, mais en même temps, c'était terriblement excitant de se retrouver au centre de gros dossiers de place, médiatisés comme Nortel, Thomson, Technicolor, Petroplus. Il y a cet aspect d'enthousiasme, d'excitation à travailler sur des gros dossiers qui font que on est en fait emporté dans une frénésie de travail. D'accord. Bah écoute, c'est intéressant. C'est vrai que la faillite de Lehman Brothers a eu des répercussions dans le monde entier, dans le monde économique. Et c'est vrai que les cabinets d'avocats, droit bancaire, enfin même corporate M&A, restructuring ont été impactés par ça. Donc, pour vous, c'est beaucoup de travail, donc c'est super parce qu'effectivement, il y avait... Alors, je sais pas si on peut dire que c'est super ou pas, mais il faut qu'on rentre un peu dans la matière, justement, quel restructuring, parce que les gens qui nous écoutent savent pas forcément ce que c'est, puisque c'est quand même quelque chose d'assez technique. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, en quoi correspond cette matière ? Alors, le restructuring, c'est l'accompagnement des entreprises qui éprouvent des difficultés. Alors, pas n'importe quelle difficulté. En général, ce sont des difficultés lorsqu'elles arrivent à un stade financier, de trésorerie. Des difficultés de trésorerie qui peuvent aboutir ou qui ont déjà abouti à ce qu'on appelle la cessation des paiements de l'entreprise et qui donc imposent aux dirigeants de se tourner vers le tribunal pour solliciter l'ouverture de procédures collectives, sachant qu'il existe aussi un certain nombre d'outils amiables, les procédures de prévention. Sauvegarde, c'est ça ? Alors, on a aussi la procédure de sauvegarde, qui est une procédure collective, mais avec un aspect extrêmement préventif, parce qu'elle est disponible pour le débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements. D'accord. Donc, ce sont des formidables outils aux mains des dirigeants d'entreprise pour tenter de trouver des solutions amiables à leurs difficultés dans des cadres confidentiels en préservant la valeur de l'entreprise. D'accord, très intéressant. Voilà. Et du coup, c'est quand même du droit des sociétés, avec du droit bancaire, des sûretés, des garanties, il y a plein de choses en fait qui doivent se mêler dans cette matière. C'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche parce que, bien sûr, il y a le cœur du droit des entreprises en difficulté dans le code de commerce, mais en réalité, quand on accompagne l'entreprise en difficulté, on voit l'ensemble des difficultés de l'entreprise à ce moment-là. Et c'est un droit qui va être extrêmement lié avec d'autres matières comme le droit du financement, le droit des sûretés, le droit social, le droit des salariés. On fait aussi beaucoup de droit des sociétés, corporate, parce que pour certaines entreprises, la solution va être de vendre, soit d'être vendu par l'actionnaire, soit de vendre des branches d'activité qui ne sont plus profitables. Donc on travaille tout le temps main dans la main avec d'autres avocats spécialisés dans la matière de corporate, droit social, droit fiscal. On forme des équipes. Et depuis toujours, c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais dans des cabinets comme Clifford Chance, Auguste de Bouzy, quand on a un dossier restructuring, on monte une équipe. Dès le début du dossier, vous avez très souvent le restructuring, le social, le corporate et le finance. On monte une équipe et on travaille main dans la main
avec l'intérêt quand on est restructureur, l'avocat restructuring, d'être un peu aux manettes pour piloter, notamment sur la stratégie. C'est un peu un chef d'orchestre en fait. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu un avocat chef d'orchestre, ou en tout cas une équipe d'avocats chef d'orchestre qui pilote un peu les autres matières pour pouvoir arriver à la finalité du dossier, donc qui est, j'imagine, de préserver les intérêts du client qui est en fait une entreprise en difficulté en fait. Et alors ça, c'était la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que tu interviens pour le compte de clients qui sont dans cette situation de difficulté, donc avant ou pendant la procédure collective ou la procédure de sauvegarde ou la procédure amiable, ou est-ce que tu défends les intérêts des créanciers contre ces mêmes entreprises en difficulté? Alors, les deux. Les deux. Je travaille majoritairement pour les entreprises en difficulté. D'accord. En tout cas, en ce moment et sur les 2 dernières années, depuis la création du cabinet, j'ai été majoritairement conseil d'entreprises en difficulté ou de groupes qui sont des groupes étrangers avec des filiales françaises en difficulté, qu'il s'agissait de restructurer, donc pour lesquels on devait chercher des nouveaux financements, restructurer la dette, ou alors qu'il s'agissait tout simplement de vendre dans des cadres sécurisés, puisque c'était des entreprises sous-performantes. Donc c'est ce qu'on appelle des opérations de distressed M&A. Donc je travaille principalement pour les entreprises et très souvent pour des entreprises étrangères, parce que ma casquette à moi, c'est de faire des restructurations transfrontalières. C'est lié au fait que tu sois bilingue en allemand? Ou c'est parce que tu as toujours aimé travailler sur des dossiers cross-border? Alors, rien n'est un hasard, oui. Je pense que c'est lié au fait que j'ai ce profil franco-allemand, parce que c'est ce profil qui m'a permis aussi de rejoindre Reinhard Daman, que je salue, qui est allemand. Et donc, avec Reinhard au sein du cabinet Clifford Chance, j'ai travaillé à ses côtés sur beaucoup de dossiers franco-allemands. D'accord. Et on s'est positionné dès le début au sein de cette équipe comme une équipe à la pointe des problématiques transfrontalières et notamment du droit européen. Okay. On a beaucoup travaillé sur les projets de texte, sur les règlements européens. Le règlement européen a été modifié. Et puis, depuis de nombreuses années déjà, il y avait dans le pipeline un projet de directive européenne qui est maintenant sorti. Donc, ça fait des années qu'on a travaillé sur ces problématiques-là. Tu veux dire que vous avez fait du lobbying, en fait? Presque comme du lobbying? Oui, des consultations, effectivement. Il y avait du lobbying. Il y avait du lobbying parce que quand on partait parler à l'étranger, notamment en Allemagne, du droit français dans un contexte de discussion sur un projet de directive, évidemment, on était vu comme essayant de mettre en avant notre droit, nos procédures de prévention, notre modèle français comme un modèle gagnant à adopter pour un droit européen. Donc on a fait du lobbying, c'était passionnant et ça m'a permis de bien comprendre les enjeux des restructurations transfrontalières et puis de travailler aussi beaucoup sur des dossiers d'ampleur européenne, comme le dossier Alcor, par exemple, ou d'ampleur internationale, comme le dossier Nortel. D'accord. Et alors, est-ce que depuis la crise sanitaire, là, on a l'État qui a garanti un certain nombre de prêts à des entreprises qui se sont retrouvées en difficulté. Alors, c'est peut-être pas la même nature de clients que ceux que toi tu conseilles, parce que on pense surtout aux commerçants, aux artisans, donc plutôt aux PME qui se sont retrouvés en difficulté financière, mais il peut y avoir aussi peut-être des grands groupes, je pense aux groupes hôteliers notamment, les gens qui sont dans le secteur de l'hôtellerie ou des services qui ont des arrêts complets de leur activité depuis 1 an. Est-ce que au cabinet aujourd'hui, tu anticipes un afflux de dossiers lié à ça? Est-ce que moi je suis toujours en train de me dire, bon là on est un peu sous perfusion, mais à la sortie du printemps, on va peut-être avoir les premières banqueroutes qui vont arriver. Quelle est ta vision des choses justement par rapport à la crise sanitaire en cours? Alors déjà, avec la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures pour
aider les entreprises à passer le cap. Oui. Et donc ces mesures, elles ont consisté à soutenir la trésorerie des entreprises par des financements ou en leur évitant de décaisser par des reports de paiement. Et puis elle a aussi consisté à geler l'obligation pour les entreprises de déposer le bilan, de se tourner vers le tribunal. Et tout ça réuni a fait que sur la dernière année, il y a eu beaucoup moins d'ouverture de procédures collectives. Il y a vraiment une chute de l'ordre de 40% du nombre de procédures collectives ouvertes en comparaison avec l'année précédente. D'accord. Néanmoins, on n'a pas du tout eu de baisse d'activité au sein du cabinet. Au contraire, on a énormément travaillé sur des dossiers extrêmement liés à la crise Covid. Et c'était des dossiers d'ampleur, donc des dossiers dans le textile. J'ai eu la chance de participer à la restructuration du groupe Esprit, qui est un groupe international avec un sous-groupe européen ayant ses holdings en Allemagne. Donc on a travaillé sur ce dossier-là. On a travaillé pour des très grandes entreprises internationales, start-up, licornes, qui ont eu des difficultés à se refinancer en lien avec la crise Covid. Donc il a fallu rassurer les investisseurs, établir des liens avec les pouvoirs publics français qui ont été extrêmement au soutien de ces entreprises pour les faire tenir, pour les aider à passer le cap. Donc sur l'année 2020, on a eu beaucoup de dossiers qui sont déroulés dans le cadre de procédures de prévention, ces fameux mandats ad hoc, conciliation. On a mis en œuvre tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles mesures qui ont été proposées par le gouvernement de manière temporaire, les mesures Covid, pour les aider à passer le cap. Et puis aujourd'hui, ça continue effectivement. Alors moi, je travaille aussi beaucoup dans l'aérien avec mon associé Véronique Daubel. L'aérien qui a pris un coup dur. Qui a pris un énorme coup dur. Ça a été une chute de l'activité du trafic international. Là, les derniers chiffres montrent une chute de 66% du trafic aérien au niveau international en 2020. Et on ne prévoit pas de reprise de l'activité à la normale avant 2024. Donc ça va mettre un petit peu de temps, même si on est véritablement sur une pente ascendante avec les stratégies de vaccination sur l'ensemble de la planète. Mais ce sont des dossiers qui sont nouveaux. En fait, on a fait un nouveau restructuring. En tout cas, ces dossiers-là de crise Covid étaient pour moi des dossiers qui étaient complètement bouleversés. Pour avoir fait quelques faillites dans l'aérien, dans le monde d'avant, en fait, on change complètement de paradigme, on change de réflexe. Dans le monde d'avant, quand vous soutenez des compagnies aériennes, ce que je faisais, j'ai conseillé plusieurs compagnies aériennes dans mes précédents cabinets. L'objectif était de tout faire pour garder la main sur les avions, éviter que les bailleurs d'avions ne récupèrent leurs avions, puisque sinon vous arrêtez l'activité. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où les avions sont au sol. Personne ne veut récupérer ses avions. Donc il faut renégocier des contrats, il faut renégocier des nouvelles conditions. Vous êtes sur... En fait, la planète est un vaste champ de renégociation. Oui, c'est ça. Tout le monde renégocie en ce moment, en fait. Exactement. Exactement. En tout cas, dans ce domaine-là, c'est ce qui se passe. Et c'est nouveau. Ce sont des nouveaux paradigmes. Tu vois, moi, c'est marrant parce que ça me fait penser à un client, enfin à plusieurs clients que j'accompagne. Alors, moi, je suis pas mal axé sur le secteur de l'immobilier chez Fait Légal. J'accompagne beaucoup de clients qui sont des professionnels de l'immobilier et notamment des foncières dans l'immobilier commercial. Et donc, les foncières de l'immobilier commercial qui ont des centres commerciaux se sont retrouvées fortement impactées par la crise Covid puisque forcément les enseignes ont dû fermer. Et en fait, on a eu pas mal de mandats parce qu'il fallait leur recruter des gens qui étaient des spécialistes des baux commerciaux parce que toutes les foncières se sont retrouvées face à des demandes d'enseignes souhaitant renégocier les baux, les loyers. Et en fait, ils ont fait des avenants Covid. Et en fait, il y a eu une armée de juristes qui a été recrutée par l'ensemble des foncières de l'immobilier commercial de la place, que ce soit en temporaire ou même dans le cadre de CDI, tu vois, pour pouvoir renégocier tous les baux et remettre un peu à plat le rapport d'équilibre entre le bailleur et le preneur, puisque dans les baux centres commerciaux, si on ne le connaît pas, c'est quand même plutôt des baux d'adhésion. C'est-à-dire que le preneur prend le bail type,
qui est 400 pages et qui est très peu négociable en général, avec des plafonnements de loyer. Enfin, il y a plein de mécanismes qui sont liés aux baux commerciaux. Et en fait, c'est marrant, mais du coup, je me suis rendu compte de ça parce que moi, je travaille beaucoup pour ce secteur-là, que finalement, la crise Covid avait impacté énormément la renégociation de ces contrats. Donc en fait, toi, tu es dans un autre domaine, mais c'est la même chose. Donc en fait, effectivement, la crise actuelle amène à un champ de renégociation des rapports contractuels. C'est ça, ce qui est certain, c'est que les juristes ont de quoi faire. Il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot et voilà, le restructuring, je pense, va aussi vivre encore des années de bouleversement. Je pense à un afflux de dossiers. Alors ça, c'est la grande question. Hein. Personne n'a la boule de cristal, mais est-ce que la vague arrivera ? Quand est-ce que la vague va arriver ? C'était ça un peu la question. Est-ce que tu penses que 2021 va être une année pourvoyeuse de dossiers de façon exponentielle ou pas ? Alors, parce que les PGE vont s'arrêter. Personnellement, je pense qu'il y aura quand même plus de faillites, ne serait-ce que parce qu'il faudra un effet de rattrapage. Il faudra un effet de rattrapage nécessairement. Donc je pense qu'il y aura plus de faillites. Est-ce que ce sera une explosion ? J'ai pas la boule de cristal parce que tout ça va dépendre de la façon dont on va lever progressivement les mesures de soutien. Donc la réponse, elle va être aussi entre les mains des pouvoirs publics, exactement, et ils y travaillent Bruno Le Maire, jour et nuit. Si tu nous écoutes, tu pourras nous dire. Il y a énormément de travail qui est réalisé, énormément d'anticipation de la part du gouvernement. Des mesures ont d'ores et déjà été prises et vont être bientôt annoncées, mais à titre d'exemple, des nouvelles procédures temporaires sont créées pour pouvoir permettre aux entreprises de se restructurer de manière accélérée sous l'égide du tribunal. Donc on anticipe quand même un nombre accru de dossiers de procédure collective et on prévoit des process pour que ces dossiers soient traités, ces restructurations soient traitées de la manière la plus efficace possible, dans l'objectif de minimiser l'impact pour le dirigeant, pour l'entreprise, pour l'emploi et pérenniser toutes ces activités qui vont subir un second choc qui est celui de l'arrêt des mesures d'aide. Oui, c'est ça, les mesures de soutien à l'économie actuelle par le gouvernement. Exactement, mais qui devra être progressif et qui devra être fonction de la reprise, de la croissance et de l'activité de ces entreprises. Bon, c'est quand même passionnant, on pourrait passer tout le podcast à parler de ça, mais le restructuring n'est pas le sujet principal du podcast, mais le sujet, c'est bien évidemment, c'est toi et en ta qualité d'entrepreneur du droit. Ce qui m'amène à te poser une autre question. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris ? Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je me suis pris beaucoup de claques, si je puis dire, surtout dans les dernières années, hein, quand j'ai pris mon bâton de pèlerin, que je suis partie de ma maison, qui était Clifford Chance, pour tracer ma route. Oui, j'ai eu des hauts et des bas, mais des échecs, je ne sais pas. Je ne parlerai pas d'échecs, je parlerai d'erreurs. Parce que finalement, j'ai fait des choix qui ne m'ont pas amené forcément là où je le voulais. Je ne suis pas allée là où je voulais aller, mais ça m'a emmené autre part. D'accord. Et en fait, là où ça m'a emmené aujourd'hui, dans mon cabinet, dans ma position d'associée de mon cabinet, j'en suis très heureuse. Et donc, si c'était à refaire, je referais les mêmes erreurs. Voilà, je referais les mêmes erreurs. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été ces erreurs, du coup ? Peut-être penser que je pourrais être plus accompagnée dans la préparation de mon départ d'un grand cabinet. D'accord. Accompagnée par ceux qui m'entouraient pour m'aider à tracer mon nouveau chemin. Je me suis rendu compte que j'étais toute seule pour préparer ma route et pour prendre des décisions. Alors après, j'étais bien accompagnée par Fed Legal, mais c'était pas ceux que j'imaginais m'accompagner. Voilà, mais ça m'a permis de faire d'autres rencontres et puis de prendre des décisions qui m'ont amenée là où je suis. Encore une fois, j'en suis très contente. Bon, très bien, super. Mylène, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu définirais ton rôle et tes missions dans ton poste actuel ? Alors, mon rôle, c'est, je pense, d'avoir une vision stratégique.
D'accord. D'avoir une vision et une stratégie, peut-être pour séparer les deux. Ouais, c'est un peu ce qui qualifie en général les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs, c'est la vision, la stratégie. Donc jusque-là, on est vraiment dans le thème. Mais c'est exactement ça, en fait. Même si c'est un petit cabinet, une petite boutique avec une petite équipe, il faut l'avoir. Il faut avoir cette vision, il faut savoir là où on va, là où on veut aller. Petit cabinet, tu dis ça parce que vous n'êtes pas une équipe de 100 personnes. Petite boutique, mais tu es une boutique, tu es un cabinet et j'imagine que ton chiffre d'affaires n'est pas petit. En tout cas, je ne l'espère pas pour toi. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes staffé, justement, comment vous êtes structuré au sein du cabinet ? Alors, au sein du cabinet, nous sommes 2 associés, Véronique Daubel et moi-même. Véronique Daubel était cancel avec moi chez Auguste Debouzy. Et donc, on est partis au même moment pour cofonder le cabinet. Et Véronique fait le même métier que toi, c'est-à-dire que vous êtes sur la même matière toutes les deux. Exactement. Ouais. Et Véronique, c'est une restructureuse comme moi, mais avec beaucoup plus d'expérience que moi et de bouteilles que moi. Véronique a travaillé pendant plus de 20 ans dans une étude d'administrateur judiciaire. Donc, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et oui, je prends exemple. Voilà, je me construis avec son exemple et ses conseils et je suis ravie de l'avoir à mes côtés pour vivre cette aventure. Donc il y a Véronique et moi-même, les 2 associés du cabinet. D'accord. Et nous avons une collaboratrice qui est Amélie Bernard, je dirais même une super collaboratrice, mais je crois qu'il ne faut pas trop dire ça quand on est dans des enceintes de chasseurs de tête. Voilà. Alors, nous, on ne te la chassera pas, mais s'il y a d'autres chasseurs qui nous écoutent, ils vont peut-être prendre des notes. Ok. Donc, merci pour la structuration du cabinet. Donc, tu nous disais la stratégie, la vision. Donc ça, c'est un de tes rôles, une de tes missions dans ton poste actuel. Il y en a d'autres ? Je pense qu'il faut porter les équipes aussi. Alors, il faut porter les équipes, les petites équipes, Amélie et puis tous les stagiaires qui nous entourent. Transmettre, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Transmettre ma passion, transmettre mon expérience, ma connaissance et puis surtout j'ai envie de transmettre le plaisir que j'ai à faire ce métier et leur montrer que ça peut être une source d'épanouissement complet. En tout cas, moi c'est ce que je recherche dans mon travail, c'est l'épanouissement et j'ai l'envie que dans mon cabinet on vienne avec autant de plaisir que celui que les associés peuvent avoir à construire leur cabinet, à construire leur practice, leur visibilité. Oui. C'est marrant, mais ça me fait penser à ce que me disait Olivier Dagrenat, qui est venu ici nous parler de son rôle aussi. Il nous disait ce qui est important pour lui quand il arrive le matin, c'est de voir le sourire sur le visage de ses collaborateurs et de voir que tout le monde tient un peu dans le même sens et que les gens prennent du plaisir en fait à faire le métier qu'ils font et qu'en fait si t'as pas le plaisir t'as pas l'essence en fait pour avancer. Donc et forcément quand toi tu manages une équipe et que tu as du plaisir, bah tu transmets en fait, tu transmets ta bonne humeur, c'est contagieux en fait, hein. Et du coup tu embarques plus facilement les gens, tu les emmènes plus facilement avec toi dans l'objectif et ça fait que les journées sont sympas, même si on traite des dossiers compliqués à enjeu avec du stress, surtout pour les clients parce que bon c'est quand même des histoires de vie qui se jouent, mais on fait ça dans la bonne humeur en fait. C'est essentiel, pour moi c'est l'objectif. C'est s'amuser au travail. Et ça, tu l'as toujours eu parce que parfois on entend, enfin moi je parle des avocats, mais bon, chez Fait Légal, moi je m'occupe pas des avocats, enfin je chasse pas pour des cabinets, mais j'ai chassé beaucoup d'avocats pour les emmener en entreprise. Et souvent, le discours des avocats qui sont prêts à faire le move pour l'entreprise, c'est de dire qu'ils n'ont pas la satisfaction pleine et entière dans leur rôle. Pas parce qu'ils n'aiment pas leur métier, mais c'est l'exercice du métier qui est compliqué, qui est difficile. Et souvent, il leur manque une dose de plaisir parce qu'il y a une disproportion entre ce que représente le travail par rapport à ce qu'ils vont avoir comme temps pour eux en perso ou par rapport à la rémunération. Ou alors justement, ils vont être super bien payés, mais ils ont 0 temps pour eux. Et du coup, il manque parfois cette notion de plaisir et ils sont prêts à aller la chercher dans une entreprise ou dans un autre cabinet d'avocats. Toi, tu as toujours eu
cette notion de plaisir partout où tu es passé, ou tu n'aurais pas la prétention de dire que tout a été toujours aussi plaisant? Ah non, ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Et je pense que c'est difficile que ce soit ainsi au début de sa carrière, au début de son exercice, Ouais. quand on est un junior lawyer dans un cabinet. Moi, j'ai toujours senti que quand j'ai commencé, il y avait une grosse dose de stress, de pression, et puis une petite dose de plaisir. Mhm. Et puis, au fur et à mesure de l'acquisition de compétences, d'expérience et aussi d'autonomie sur les dossiers, en fait, la partie de plaisir chassait la partie de stress et de pression. Ouais, je vois bien. Et en fait, c'est véritablement à un moment où on se sent autonome, on se sent capable de pouvoir apporter de la plus-value, des conseils spécifiques, propres, que ce plaisir, il arrive en fait. Il arrive dans l'exercice de son métier. Donc ça, je leur dis souvent à mes équipes que c'est véritablement avec le temps, avec l'expérience, qu'ils vont avoir de plus en plus de plaisir dans l'exercice de leur métier. Mais c'est normal qu'au début de la carrière, ce soit pas forcément le cas parce qu'on ne maîtrise pas l'intégralité du dossier. On est beaucoup dans l'apprentissage, même si j'ai pas la prétention de ne plus apprendre. Au contraire, je ne suis qu'au début et j'ai encore énormément à apprendre, mais l'acquisition de l'autonomie et puis de la liberté aussi dans son travail, dans l'exercice de son travail, ça décuple le plaisir au travail. Oui. Autonomie et liberté, effectivement, sont des thèmes qui sont chers aux personnes qui veulent entreprendre, parce que finalement, quand tu décides de prendre la direction d'une carrière d'entrepreneur, peut-être que c'est ce que tu recherches, c'est justement cette liberté et cette autonomie. Alors l'autonomie, on l'acquiert avant, en étant collaborateur dans des grands cabinets ou salarié dans des entreprises, peu importe. Mais à un moment donné, on est motivé et on a cette envie d'aller vers la liberté finalement, et entreprendre, c'est un peu un chemin vers la liberté. Alors, c'est pas que ça, mais ça en fait partie, quoi. Exactement. Du coup, Mylène, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta journée type ? Oui, alors une journée type, je pense que aucune de mes journées ne ressemble à la précédente. C'est ce qui fait aussi que je les aime beaucoup. D'accord. Mais de manière générale, j'essaie de consacrer du temps le matin pour mes enfants. Mhm. Pour m'en occuper et puis les amener à l'école. Et puis une fois que les enfants sont à l'école, c'est là que le marathon commence. Encore que je pense qu'il commence dès que je les réveille le matin. Ouais. C'est déjà la course. C'est même peut-être plus difficile et une fois qu'ils sont à l'école, ça devient plus simple. Ouais. Et puis alors en ce moment, je fais beaucoup de télétravail. C'est quand même un des aspects que j'apprécie de cette crise, c'est de pouvoir m'organiser librement en télétravail. Et je dois dire que ça me fait gagner énormément de temps. D'accord. D'une heure à 1h30 de transport par jour. Donc, j'apprécie beaucoup de commencer ma journée beaucoup plus tôt. C'est un gain très, très appréciable. D'accord. Et puis effectivement, alors il n'y a pas de journée type, mais mon temps, je le consacre bien entendu au traitement des dossiers. Je le consacre à mes clients, mais je le consacre aussi et beaucoup à toutes les activités annexes de l'avocat et notamment à mes activités associatives. Oui. Parce que je suis notamment la présidente des Women in Restructuring, les WIR, qui est le réseau restructuring féminin. C'est toi qui as créé ce mouvement ? Oui, je suis cofondatrice de l'association. D'accord. Avec d'abord Hélène Bourboulou qui m'a poussée en fait dans ce projet, Clotilde Lemazure, Delphine Caramelli, Véronique Pernin et Valérie Leloup-Thomas. D'accord.
Écoute, j'espère qu'elles vont t'écouter et qu'elles seront ravies de t'entendre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Les WIR, c'est une association que l'on a créée en 2018. D'accord. Et qui est une plateforme, un groupe d'échange des femmes du restructuring. D'accord. Alors, il n'y a pas que des avocates. D'ailleurs, les cofondatrices représentent la diversité des profils de l'association. Oui. Vous avez des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, femmes des banques, des affaires spéciales en général, comme on les appelle, des professionnels du chiffre, professionnels de la communication de crise. Voilà, tous les métiers qui tournent autour de la restructuration des entreprises. C'est un peu une petite réunion de place, en fait. C'est un peu une petite association de place qui fait son... C'est quoi alors du coup, vous faites quoi ? C'est du lobbying, vous échangez sur les best practices, On fait beaucoup de choses depuis la création en 2018. C'est vrai qu'on est plus de 130 aujourd'hui, donc c'est une association qui marche bien. Le restructuring, c'est quand même un petit monde, donc on rassemble beaucoup des femmes du restructuring. L'objectif, c'était de nous retrouver pour échanger sur nos bonnes pratiques. D'accord. Donc on a fait beaucoup de réunions de travail, de conférences qui sont bien entendu transformées en webinars pour échanger sur ces bonnes pratiques, obtenir de la formation, faire parler les représentants des pouvoirs publics, d'autres associations, apprendre, et puis nous retrouver quand on le peut, ou en tout cas quand on le pouvait. On a hâte de se retrouver à nouveau, nous retrouver pour avoir des bons moments de convivialité avec un maître mot qui est la bienveillance. Merci pour l'explication de ton association, WIR. Donc tu consacres pas mal de temps de ta journée à ça finalement. C'est ce que tu étais en train de nous dire en fait. Je consacre beaucoup de temps, oui, effectivement, à travailler dans les associations, donc pour les WIR, pour d'autres associations dont je suis membre, notamment des associations du restructuring international. D'accord. Encore une fois, c'est mon domaine d'activité ou mon domaine de prédilection. Et puis j'enseigne également. Alors, j'ai fait pendant de nombreuses années des TD à la fac, ce qui m'a d'ailleurs permis de connaître le monde de l'université. Et puis maintenant, depuis 2 ans, j'enseigne le droit international de la faillite à l'université de Lyon. D'accord. Dans le master à l'aide de Nicolas Borgard. D'accord. Et du coup, ça te prend... tu y vas régulièrement ? C'est quoi ? C'est toutes les semaines ? Comment ça fonctionne ? Ce sont 16 heures de cours que je répartis comme je le Par semaine ? peux. 16 heures de cours au total sur le semestre. D'accord, ok. À répartir normalement en module de 2 heures. Mais alors voilà, on a fait différemment quand je pouvais me déplacer en regroupant, et puis sinon en webinar. En webinar aussi. En webinar, c'est difficile parce que le DIP de la faillite, c'est quand même une matière assez ardue. Donc en visioconférence, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais les élèves ont été formidables. Toutes les promos que j'ai vues ont été formidables. Je reconnais que c'est vraiment difficile aussi pour eux de travailler dans ces conditions. Chapeau, mérite, ils ont beaucoup de mérite. C'est sûr. C'est sûr que ça nous replonge à l'époque où nous on était étudiants, et ça n'aurait pas été simple moi des fois je me mets à leur place, je me dis ça ne doit pas être simple d'être étudiant aujourd'hui, alors avec l'arrêt des cours en présentiel, avec cette incertitude, avec des journées qui doivent être hyper hachées. En plus, c'est surtout un moment dans sa vie où on a besoin d'échanges, on a besoin de voir d'autres personnes, que ce soit d'ailleurs dans l'activité d'apprentissage d'une matière, mais même aussi dans la vie, parce que souvent on est éloigné de ses parents et de ses proches. Donc, je pense que l'année 2020 n'a pas été simple pour les étudiants, et j'aurais pas aimé être à leur place. Donc, chapeau à eux. Et Mylène, est-ce que tu peux nous dire quel type d'entrepreneur es-tu ? Alors moi, je me définirais comme une entrepreneure joyeuse. D'accord. Encore une fois, c'est ce que je recherche dans ma vie professionnelle. Beaucoup de plaisir. Je veux m'amuser, bien sûr, avec beaucoup de sérieux dans le traitement des dossiers. Je veux poursuivre cet objectif de travail qualitatif, de travail tailor-made. Mais mon objectif, c'est de m'amuser dans ma vie professionnelle. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis sortie en fait des grands cabinets anglo-saxons, français, et que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour cofonder ma boutique, j'avais un petit mot qui revenait tout le temps, c'était un petit gimmick. Je kiffe. Pour moi, c'était c'est le kiff.
C'était le kiff. C'était D'accord. le mot qui décrivait pour moi, ou qui me venait régulièrement pour décrire ce que je ressentais, l'émotion que je ressentais. Et je marchais, je me disais je kiffe, je me levais et je me disais que je kiffais. T'as un entrepreneur qui kiffe, une entrepreneur qui kiffe. Exactement. Bon, bah écoute, c'est bien. Hein. De toute façon, c'est le moteur, hein, le plaisir, je pense, pour avancer. Si on n'a pas de plaisir, on n'avance plus et on n'entreprend plus, du coup. Donc, bon, bah écoute, c'est super. Un entrepreneur, une entrepreneur qui kiffe. Est-ce que tu penses que dans ta vie d'entrepreneur, tu dois prendre des risques pour innover, pour performer, voilà, pour sortir de ta zone de confort? Est-ce qu'il y a des risques ou est-ce qu'il y a des choses qui font que tu te mets un peu en danger, que tu vas passer à l'action? J'ai pas l'impression aujourd'hui de prendre énormément de risques dans mon quotidien. D'accord. En tout cas, je le vis pas comme des prises de risque. Ouais. Le moment où j'ai senti qu'il y avait une prise de risque, c'est le moment où j'ai quitté véritablement la sphère des gros cabinets, où j'ai décidé de décrocher, de décrocher en tant que particule de ce monde pour me lancer et de me retrouver seule face à moi-même. Ouais. C'est-à-dire que même si on cofondait un cabinet, j'avais plusieurs associés à mes côtés, j'étais seule face à moi-même. Ouais. C'est-à-dire que le chiffre, je le développais ou je le développais pas. Donc, il fallait que je sois prête à manger des pâtes. D'ailleurs, je dis à mon mari, écoute, on va peut-être manger des pâtes pendant 1 an. C'est bon, les pâtes. C'est très bon, les pâtes. Finalement, ça allait beaucoup mieux que ce que je pouvais penser. Tu étais un peu pessimiste, en fait, mais je mange toujours très mal. Ah bon? Mais non, bon, je pense qu'on est prudent. C'est-à-dire que, voilà, au début, on y va part piano, d'un cabinet et puis effectivement, l'activité, elle va dépendre de notre capacité à aller trouver des clients, trouver des dossiers. Donc oui, on a des hypothèses prudentes et puis finalement, ça s'est avéré que l'activité se développait très bien et le principal challenge n'était pas d'avoir du travail, mais de délivrer. Et donc, la première problématique, ça a été le recrutement. Comment pouvoir répondre à la demande, comment construire mes équipes, comment recruter, à quel rythme. Pour ça, je t'invite à contacter Yann Debont, qui est un consultant spécialisé dans le recrutement d'avocats, qui travaille chez Fed Legal. Et c'est le meilleur. C'est toi qui le dis. En tout cas, merci pour lui. Ok, donc bon, pas forcément de risque, mais quand même le risque du lancement qui est un peu un saut vers l'inconnu au début, mais en fait ça a marché parce que tu as la compétence et puis je pense que tu arrives à fidéliser. Il y a aussi, quand on fidélise ses clients, il y a un aspect technique parce qu'on délivre du bon travail et que les clients sont contents. Puis il y a aussi un aspect humain. Le métier d'avocat, c'est très in-situ personnel, et je pense que des avocats sur la place en restructuring, t'es pas la seule, ton cabinet n'est pas le seul, il y a les grands cabinets, il y a des boutiques, donc les clients ont le choix. Finalement, il y a de la concurrence sur ce marché-là, même si c'est un marché de niche. Donc j'imagine aussi que ta personnalité, ta façon de travailler, ta personne même fait que tu fidélises et que j'espère tu développes ta clientèle. Alors dans le restructuring, je ne parlerai pas de fidélisation de la clientèle parce que le client n'a pas envie de vous être fidèle. Te faire connaître, en tout cas que le bouche à oreille fonctionne. Le bouche à oreille fonctionne. Alors effectivement, on a quand même des clients récurrents dans le sens où je travaille pour des groupes et avec la crise Covid, j'ai revu ces mêmes groupes. Voilà, souvent aussi, je revois les groupes pour d'autres problématiques où je travaille pour eux sur une restructuration de filiale et finalement, je vais continuer à être en contact avec eux pour des reprises d'entreprise à la barre. Typiquement, ça peut être les raisons pour lesquelles je peux avoir un client de manière longue ou sur la durée, mais le restructuring, c'est plutôt du one-shot. En tout cas, quand on est côté débiteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut être de bons business développeurs et se différencier. Parce que tu le disais, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Et pour moi, en tout cas, ça a été ma réflexion initiale. Il fallait que je me différencie. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me positionner sur un marché
en fait une niche dans la niche, dans le restructuring, qui est les restructurations transfrontalières. Oui. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Les restructurations internationales, les restructurations transfrontalières. Et donc, je suis partie avec mon bagage que j'avais quand même construit, de pouvoir parler anglais, connaître des éléments de droit comparé, ce qui m'a permis de continuer à travailler pour des groupes étrangers. Des groupes, alors beaucoup de groupes allemands ou autrichiens, mais également des groupes américains, des groupes asiatiques. Et donc c'est un peu mon dada quotidien, mon quotidien de travailler pour des groupes étrangers. Mais du coup, c'est quand même hyper intéressant parce que les groupes internationaux, les groupes étrangers, les problématiques de restructuring transfrontalière, c'est un peu ce que les gros cabinets anglo-saxons vendent aussi comme expertise, puisque dans un grand cabinet comme ceux qu'on a cités depuis le début de ce podcast, les gens, y a des gens avec des profils internationaux, il y a des gens qui parlent très bien anglais ou très bien d'autres langues aussi. Donc finalement, tu es quand même sur une niche de la niche, mais face aux gros, j'ai envie de dire. Parce que tes compétences linguistiques te permettent aussi de concurrencer peut-être ces autres cabinets-là. Non ? Ou je me trompe peut-être ? Tous les gros cabinets anglo-saxons n'ont pas forcément de département restructuring. Donc, je travaille avec des cabinets anglo-saxons ou à la demande de cabinets internationaux qui n'ont pas de département restructuring ou qui n'ont même pas de bureau en France. C'est vrai que des fois, tu sous-traites pour des grands cabinets ? Oui. D'accord. Okay. C'est intéressant, ça. Et c'est une pratique courante dans le restructuring ou pas spécialement ? Alors, en tout cas pour toi, c'est quelque chose d'important ? C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est quelque chose qui ne doit pas être unique. Bien sûr. Aussi, parce que le marché est en recomposition, en permanente recomposition. D'accord. Mais avec la crise, j'ai quand même l'impression que beaucoup de cabinets qui n'avaient pas cette pratique restructuring réintègre la pratique. Il y a eu beaucoup de création de départements de pratique restructuring au sein de cabinets de toute taille, y compris des cabinets français. Donc il y a une réintégration de la pratique restructuring du fait d'une anticipation, d'une croissance de l'activité en restructuring. Donc les cabinets ont aussi besoin de se positionner avec des compétences internes en restructuring. Pour le moment, effectivement, tous n'ont pas ces compétences, qui me permet de travailler aux côtés de cabinets internationaux et de pouvoir aussi monter des équipes avec ces cabinets, m'appuyer sur leurs équipes, leurs compétences pour pouvoir répondre à des dossiers qui peuvent être très chronophages. Ouais. Ok. Bon, écoute, c'est marrant, c'est pas du tout quelque chose que j'avais pu anticiper, mais finalement, c'est une pratique qui existe dans d'autres matières, d'ailleurs, de pouvoir sous-traiter une compétence à un cabinet dont c'est l'expertise forte et travailler finalement, tu collabores avec d'autres confrères, quoi. Donc, ok. Mylène, est-ce que tu peux nous dire ce qui te fait progresser dans ton métier ou qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier ? Je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute. D'accord. Moi, je suis jeune, très jeune. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai mon petit bagage de compétences et d'expérience avec moi, mais je suis absolument consciente que la plus grande partie du chemin et de l'apprentissage, elle est devant moi. D'accord. Donc, je sais que j'ai besoin d'apprendre, de continuer à apprendre pour progresser et d'apprendre de mes pairs, des gens qui m'entourent. J'ai cette volonté de continuer à travailler selon les mêmes méthodes qui sont les méthodes des grands cabinets où on construit des équipes avec des spécialistes. Oui. Chaque matière est traitée par quelqu'un qui est le spécialiste de cette matière. Je n'ai pas l'envie ni la prétention de pouvoir faire du droit comme un généraliste et
toucher à tous les domaines, même si mes clients ont des besoins en beaux commerciaux. Si j'ai une problématique de beaux commerciaux, je vais me tourner vers un spécialiste des beaux commerciaux et créer une équipe et puis monter en compétences parce que c'est une formidable opportunité d'avoir à ses côtés le spécialiste qui va pouvoir orienter le dossier sur ces problématiques avec l'expertise nécessaire. C'est ce qu'on disait au début, c'est un peu être le chef d'orchestre. En fait, tu t'agglomères des compétences autour de toi et toi, tu es la spécialiste du restructuring, mais tu peux avoir besoin de quelqu'un qui va être un spécialiste de ci, de ça, du social, etc. Donc, mais moi, je crois aussi à la spécialisation, en tout cas dans le monde juridique. Je pense que c'est comme ça qu'on se démarque. C'est comme ça qu'on arrive à être un expert, à un moment donné, d'une question, d'une matière, d'un secteur d'activité, d'une problématique, et qu'on peut en faire sa valeur ajoutée forte, en fait. En tout cas, à Paris. Et avec la typologie de clients que viennent chercher les entreprises à Paris quand elles se tournent vers des cabinets d'avocats, c'est sûr que dans le monde rural ou dans le monde des PME ou des artisans commerçants, les avocats qui les accompagnent sont souvent plus généralistes. Ils peuvent faire des beaux commerciaux, du droit des sociétés ou des procédures de sauvegarde, mais c'est pas la typologie de clients qui aujourd'hui toi viennent te voir. Donc forcément. C'est un autre métier. Nous, on est même plus que des spécialistes, parce que le spécialiste ce serait celui qui fait du droit des affaires. Nous, on est des hyper spécialistes. Ouais. Des spécialistes de la spécialité. Exactement. Ok. C'est quoi qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur ? Ce qui me motive, et je pense que j'avais déjà abordé ce point-là, c'est transmettre. Transmettre. Voilà, de créer une équipe progressivement. On va le consolider, le renforcer, ce cabinet, et puis le créer avec des gens, avec les gens qui seront autour de moi, mon associé, mais aussi les collaborateurs. Et ça, c'est une de mes principales motivations. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé dans ton parcours et que tu aimerais remercier aujourd'hui ? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée. C'est sûr que des fois, je me suis sentie très seule, surtout au début, mais progressivement, quand on avance dans le monde du restructuring, on fait des rencontres, on fait des belles rencontres. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont épaulée, qui m'ont soutenue, qui m'ont donné des conseils. Alors, dans l'entourage professionnel, oui, il y en a eu beaucoup dans mon entourage professionnel. Et je pense notamment à Hélène Bourboulou. D'accord. Qui est, comme je l'avais mentionné, la personne qui m'a vraiment boostée pour créer notamment l'association des WIR, pour créer une véritable association et pas seulement une rencontre de restructureuses du franco-allemand comme je voulais le faire initialement. Et puis, elle m'a épaulée quand j'avais des interrogations sur mon parcours, mes changements de cabinet. Donc oui, Hélène, et puis aussi Clotilde Lemazure, qui est également une cofondatrice de l'association des WIR et qui m'accompagne toujours avec toute sa bienveillance. Donc beaucoup de personnes dans mon entourage professionnel. Il y en a beaucoup d'autres, je peux pas citer tout le monde, mais il y a mon entourage professionnel et puis surtout il y a mon entourage personnel. Ouais. Et mon mari, mais ma famille, c'est mon socle. C'est véritablement mon socle, et je suis absolument convaincue que je ne pourrais pas être là où je suis si j'avais pas eu la solidité de ma situation personnelle. C'est une force. C'est une force. C'est les fondations, quoi. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer sur un noyau solide en qui tu as toute confiance, qui croit en toi, qui te porte et qui te permet de passer la démultiplier et de t'envoler dans tes projets en étant confiante et en sachant que tu as des gens derrière toi qui te soutiennent, qui croient en toi et qui te boostent en fait. Oui, j'ai une sérénité de base, et ensuite je me lance tous les matins dans la tempête de ma vie professionnelle. On affronte la tempête. Bah écoute, merci, et puis je pense que les personnes que tu as citées seront ravies de t'entendre, ton mari, et puis les femmes que tu as citées tout à l'heure, membres aussi des WIR. Est-ce qu'il y a une œuvre, un film, un livre, quelque chose qui t'a marqué en fait, notamment parce que ça a pu te faire évoluer à la fois professionnellement ou personnellement ? J'ai beaucoup réfléchi quand j'ai vu cette question. Je n'ai jamais vraiment lu de roman. Je ne suis pas très roman.
D'accord. Quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de livres, de manuels de philosophie qui traînaient dans la bibliothèque de mon père. Et puis quand j'ai commencé mes études, je suis passée dans un autre genre, au bouquin d'économie et de politique. Alors, pas forcément par choix, mais plutôt parce qu'il se trouvait sur la liste des nombreux ouvrages à lire. Donc j'ai beaucoup lu ce genre d'ouvrages. Et certains, oui, m'ont quand même beaucoup marqué. Mmh. Et finalement, et je pense que c'est celui dont je parle souvent d'ailleurs, c'est la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Et bon, en résumé, on est à la fin de l'histoire dans sa finalité, parce que après la chute du mur de Berlin, c'est l'avènement des démocraties libérales et la fin de la guerre et la fin des guerres. Et ça correspond en fait aussi à cette période de ma vie où j'étais intimement convaincue que le monde allait dans une marche de progrès, une marche ascendante. Plus de démocratie, moins de guerre, plus de progrès politique, progrès scientifique. Et puis, à un certain moment dans mes études, c'est comme si on avait atteint un sommet et puis on avait commencé la pente descendante. Et je pense que ce qui a marqué ce point-là, c'était 2005, le moment où la France a dit non au référendum sur la Constitution européenne. Ouais. Et pour moi, ça a été un bouleversement. Ça a été un bouleversement personnel parce que je m'étais beaucoup engagée pour la Constitution européenne, avec Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, c'était un engagement de ma jeunesse. Ouais. Mais ça a été une première claque, parce que je me suis rendu compte que finalement, on n'était pas nécessairement vers une continuation de la construction européenne, et on pouvait lui dire non à cette construction. Et c'était aussi beaucoup d'incompréhension, puisque pour moi, la construction européenne, elle était fondée sur le refus des guerres. Alors je suis quelqu'un qui est très marqué par les guerres aussi, parce que je suis de l'Est de la Lorraine et de l'Alsace, mais ma famille est originaire de Lorraine et notamment de Verdun. D'accord. Donc j'ai grandi avec les histoires, tout ce pan d'histoire de Verdun. Forcément. Donc c'est quelque chose qui est très marqué en moi. Et finalement, il y avait cette thèse de Fukuyama, on en discutait beaucoup, très critiquée par d'autres auteurs. Et puis progressivement, pour moi, j'ai vu en fait une pente ascendante avec moins de démocratie, ou des risques d'avoir moins de démocratie. Ouais. Et je continue à voir qu'aujourd'hui, on est sur une pente descendante. Alors, effectivement, ça, c'est des choses qui me marquent, qui ont suscité beaucoup de réflexions, qui suscitent encore beaucoup de réflexions chez moi, parce que je ne sais pas si c'est en fait une perception qui correspond à une réalité du sens de l'histoire, ou si c'est simplement une perception qui est une perception normale dans l'évolution d'un homme ou d'une femme après sa phase de désillusion de jeunesse. Voilà. D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est hyper intéressant, merci. Il y en a qui disent que la chute du mur de Berlin correspond à la fin de l'ère industrielle et au début de l'ère de l'information. Et qu'il y a des grands changements qui s'opèrent tous les 500 ans. Et 500 ans avant la chute du mur de Berlin, c'était la Révolution française. Donc, tu vois, peut-être que c'est lié, on ne sait pas. Si tu n'avais pas décidé de devenir entrepreneur du droit, Mylène, est-ce que tu serais devenue entrepreneur dans un autre domaine ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est ce qui me caractérise quand même. J'aime l'entreprise, j'aime le monde de l'entreprise, et puis le fait de faire du droit des affaires et notamment du restructuring n'est pas neutre, parce qu'on est au quotidien aux côtés du dirigeant, avec les mains dans le cambouis. On a une vision très pragmatique du fonctionnement de l'entreprise. Bien sûr, on fait du droit, mais on fait aussi du business, en quelque sorte. On est aux côtés des dirigeants, on négocie beaucoup, on est dans la négociation avec les partenaires de l'entreprise. Donc oui, j'aime l'entreprise, et je pense que immanquablement, je me serais tournée vers l'entreprise, vers le monde de l'entreprise, et mon caractère et mes envies font que j'aurais eu envie
immanquablement de prendre mon bâton de pèlerin et de tenter l'aventure moi aussi. Et il y a un secteur qui t'intéresse plus qu'un autre dans le monde de l'entreprise, justement ? Non, tous les secteurs m'intéressent. D'accord. Et à vrai dire, je pense que je suis aujourd'hui avocate à la tête de mon cabinet, mais je ne sais pas ce que je ferai demain et j'envisage aussi la possibilité de faire autre chose, de vivre d'autres aventures, de créer d'autres entreprises. J'aime bien toucher à nombreux projets. Quand je vois passer, alors je vois beaucoup passer les offres de reprise d'entreprise à la barre du tribunal. Bah oui, forcément. J'y suis très attentive. Et c'est vrai que régulièrement, je me pose la question de savoir si je me verrais bien à la tête de ces entreprises. Mais non, je fais beaucoup de choses. J'ai créé des sites internet, plusieurs sites internet. J'avais commencé un premier site qui s'appelait Trident, qui est devenu dirigé en temps de crise. D'accord. Donc ça, c'était il y a assez longtemps, quand j'étais encore une avocate junior ou middle chez Clifford Chance. D'accord. Et pour moi, c'était une plateforme pour faire de la formation, de l'information aux dirigeants. Donc j'avais commencé un peu à prendre pleinement ce que je pouvais prendre de mon métier d'avocat indépendant, libéral, pour créer ce site internet dirigé en temps de crise. Il existe toujours. Ok, d'accord. Et tu l'alimentes toujours ? Je l'alimente toujours, mais alors là, on a réabordé, reboosté un autre site internet que j'avais en projet depuis aussi un certain temps, qui est maintenant en ligne, qui s'appelle detect.fr. D'accord. Et qui est un site de mise en avant des appels d'offres d'entreprises à vendre à la barre du tribunal. D'accord. Voilà, qui simplement est une vitrine, généralement pour mes clients ou mes prospects, quand il y a des offres que je vois passer qui sont susceptibles de les intéresser, je leur renvoie par l'intermédiaire de ce site internet. C'est comme un apporteur d'affaires, en fait. Voilà. D'une certaine façon. Ok, merci beaucoup, Mylène. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, je voudrais te poser une dernière question. C'est souvent une question que je pose et qui intéresse notamment nos auditeurs et nos auditrices. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune avocat, une jeune avocate qui se lance et qui rêve d'occuper un poste d'associé dans un cabinet ou de fondatrice d'un cabinet et donc d'entrepreneur du droit ? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à connaître ses points forts et ses points faibles. On a tous des points forts et des points faibles. Certains ont beaucoup de points forts à me dire qu'ils n'ont que des points forts, mais en général, on a des points forts et des points faibles. Oui. Et c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste travailler sur ses points faibles, savoir trouver des solutions pour y remédier, et puis mettre en avant ses points forts. Le deuxième conseil, c'est travailler son réseau. Le réseau, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on construit ensuite son activité en tant qu'associé. Bien sûr. Le réseau, il se travaille dès le premier jour, même avant le premier jour. Et pour l'anecdote, quand je suis entrée à Sciences Po Paris, le directeur de l'époque était Richard Descoings, et je me souviens de son discours. Il nous a parlé du réseau et de la nécessité de prendre des cartes de visite, le plus possible de cartes de visite. Donc j'ai été formée au réseau dès les premiers jours, et quand j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne, donc c'était il y a un certain nombre d'années, des étudiants en TD, on parlait aussi de leur CV, de leur carrière. Ils avaient tout le temps beaucoup de questions, comme moi j'étais avocate d'un grand cabinet. En fait. Parce que prendre des cartes, travailler son réseau et faire des conseils sur les CV, c'est un peu notre métier. Hein. Ouais, c'est le métier d'avocat. L'avocat aussi, c'est un développeur. L'avocat est un développeur. Donc je vois les étudiants, et puis au cours de la conversation, je leur parle des cartes de visite et du réseau, de l'importance du réseau, de pouvoir garder des liens avec leurs professeurs pour aller décrocher des stages. Et je les ai vus me regarder avec des yeux écarquillés, et certains m'ont dit mais non, c'est pas comme ça que ça doit marcher, c'est pas le réseau, c'est pas comme ça, c'est la compétence. Et en fait, je me rendais compte que ils étaient assez éloignés de la façon dont ça marche.
Et donc, on a eu beaucoup de discussions. Mais voilà, dès que je peux, j'essaie de transmettre ce message aux jeunes collaborateurs. Et c'est maintenant qu'ils travaillent leur réseau. C'est maintenant qu'ils travaillent leur réseau sur les dossiers et les réseaux avec les gens de leur génération. Parce qu'on monte tous ensemble. Bien et sûr. Puis à un moment donné, quand on est avocat, on devient associé au même moment que la personne qu'on a bien connue en tant que collaborateur d'administrateur judiciaire va devenir lui-même administrateur ou mandataire ou associé d'un cabinet de conseil chiffres. Bien sûr. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis le dernier point, évidemment, prendre du plaisir. Et le kiff. Voilà, le kiff. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mylène, pour tous ces développements. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses, moi, aujourd'hui, sur le restructuring. J'ai appris énormément de choses sur toi et sur ta qualité d'entrepreneur du droit et d'avocate. C'était véritablement passionnant. J'espère que tu as pris du plaisir. Énormément, merci beaucoup. Vraiment un grand merci, Romain. Je suis ravie. Bon, eh ben, je te dis à bientôt. À bientôt, Romain. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de vous partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Faites Légal.